Il a suffi de 420 secondes, pas une de plus, 420 secondes qui ont fait vaciller l'échiquier mondial. Comme à son habitude, Vladimir Poutine avait déroulé son discours glacé, rempli de menaces à peine voilées, persuadé d'avoir une fois de plus muselé les chefs d'État présents au sommet du G20. Il s'attendait au même scénario, regard fuyant, silence lourd et soumission feutrée. Mais cette fois, un homme s'est levé. Et pas n'importe qui, Sébastien Lecornu. En une phrase, il a figé l'air gelé les certitudes et transformé la salle en théâtre d'un retournement historique. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était un direct en pleine figure. Le moment précis où un despote a découvert qu'il n'effraie plus personne. Ce matin-là, à Bali, tout était en place pour le grand numéro du tsar russe, même posture menaçante, même regard froid, même discours venimeux. Mais cette fois, le rideau ne s'est pas levé sur le spectacle qu'il avait prévu. Non, c'est lui, Vladimir Poutine, qui est devenu l'attraction principale malgré lui. Les projecteurs se sont braqués sur sa chute, pas sur sa grandeur. Les leaders du G20, les 20 chefs les plus puissants de la planète, étaient présents non pour parler croissance ou inflation, mais pour assister à un duel idéologique de haut vol. C'était la démocratie contre l'intimidation, la parole contre le poison, l'ordre libre contre le poing fermé. Poutine, fidèle à lui-même, avait débarqué entouré de son cortège théâtral, garde du corps aux épaules carrées, conseiller aussi expressif qu'une statue. Il incarnait ce calme glacial qui avait tétanisé des capitales entières. Convaincu qu'il ferait encore plier la salle par ses ricanements froids et ses sous-entendus musclés, il ignorait qu'en coulisses, quelqu'un préparait sa riposte. Car Sébastien Lecornu, lui, n'avait rien laissé au hasard. Depuis des semaines, il peaufinait sa réplique. Il n'était pas venu en victime. Il était là pour démontrer avec sang-froid qu'un tyran ne règne que tant qu'on le laisse faire. Tout le monde pensait assister à une scène déjà écrite d'avance. Tout le monde, sauf peut-être Emmanuel Macron planté dans son fauteuil, l'air mystérieux et ce rictus discret qu'il n'arborait que lors des instants décisifs. Le rideau s'ouvre sur la grande séance plénière dédiée à la sécurité mondiale. Sans surprise, Vladimir Poutine s'avance et déclenche sa mécanique bien rodée discours truffé de morgue, posture d'homme fort et cette assurance terrifiante que seul un chef d'État assis sur 6000 ogives nucléaires peut afficher. Mes collègues distingués lancent-ils d'une voix aussi froide qu'un vent sibérien, nous vivons une époque agitée, résultat direct de l'irresponsabilité de certaines puissances occidentales. Le disque est connu, mais toujours joué avec le même cynisme, l'OTAN accusé de toutes les provocations l'Ukraine, présentée comme une marionnette belliqueuse, et à la clé des menaces vagues mais menaçantes, destinées à faire frissonner les plus prudents. Chaque mot, chaque intonation vise à semer la terreur douce, à rappeler que Poutine n'est pas un orateur, mais un prédateur en costume. Il croit avoir hypnotisé son public, mais un détail trouble la scène, un homme ne joue pas le jeu. Lecornu ne baisse pas les yeux, ne feuillette aucun dossier, ne bouge même pas. Il le fixe intensément, comme s'il déshabillait le tsar du regard. Et là, la dynamique change. À peine les dernières menaces de Vladimir Poutine ont-elles quitté ses lèvres que la voix de Sébastien Lecornu fend le silence comme un couperet. C'était tout, ou bien il y a un deuxième acte à votre spectacle, monsieur Poutine. Le mot spectacle claque comme une gifle sèche. La pièce vient de changer de metteur en scène. Dans la salle, le choc est instantané. Jamais personne n'avait osé tourner en ridicule le maître du Kremlin en pleine séance officielle. Lentement, Lecornu se lève, ajuste sa veste et ajoute avec un calme déroutant « J'aimerais maintenant répondre à votre représentation. » Et là, c'est comme si le temps ralentissait. Les 7 minutes qui suivent vont faire trembler la planète. « Monsieur Poutine !» entame-t-il d'un ton si posé qu'il tranche net avec la brutalité qui précédait. « Il me semble urgent de vous exposer la nuance entre un chef d'État et un simple intimidateur de ruelle. » La première flèche touche sa cible. La salle entière suspend son souffle. Jamais une telle audace n'avait traversé une scène diplomatique de cette ampleur. Un vrai leader gagne le respect par ses actes. Un voyou lui exige la soumission par la terreur. À votre avis, dans quelle case tombez-vous? Poutine ouvre la bouche pour répliquer, mais trop tard, Lecornu ne lui laisse pas une seconde de répit. Il enchaîne. Et le Kremlin vacille.
Des provocations de l'Occident, vraiment. Et vos petites balades militaires, on en parle. Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Ukraine en 2022. 3 expéditions, 3 violations flagrantes du droit international. Voilà votre carte de visite, Monsieur Poutine. Chaque mot est une flèche empoisonnée qui trouve sa cible. Les caméras du monde entier, CNN, BBC et compagnie, captent chaque seconde de ce duel verbal devenu historique. Vous parlez de conséquences imprévisibles. Alors laissez-moi vous dévoiler celle que tout le monde voit venir: isolement total, économie en ruine, exode massif de vos élites. Grâce à vous, la Russie est devenue un fantôme dans la communauté internationale. Le regard de Poutine vacille. Pour la première fois, il comprend qu'en face de lui, ce n'est pas un diplomate frileux, mais un adversaire de sang-froid taillé pour le combat. Le cornu ne flanche pas. Il avance implacable. Vous souhaitez aborder la question de la sécurité mondiale, allons-y franchement, qui menace de balancer du nucléaire sur des civils, qui élimine ses opposants en douce à l'étranger, qui alimente les pires réseaux terroristes pour servir ses intérêts. Le silence tombe comme un couperet. Tout le monde sait de qui il parle, et pourtant personne n'avait osé le dire aussi clairement, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, quelqu'un brise le mur du silence diplomatique et balance en pleine lumière ce que beaucoup n'osaient qu'imaginer tout bas. Ce qu'il y a de plus misérable dans votre posture, Monsieur Poutine, lance le cornu avec un dédain tranchant comme une lame, ce n'est pas vos menaces, c'est votre peur. Vous vous planquez derrière votre arsenal nucléaire car vous savez pertinemment que votre armée n'a pas les moyens de gagner sans ça. La salle retient son souffle. C'est le coup fatal. L'évocation crue de la débâcle russe en Ukraine vient frapper le dictateur au cœur. Son visage pâlit, ses doigts tremblent. Il vacille. Pour la première fois, jamais depuis le début de sa carrière, Poutine n'avait été mis ainsi à nu devant l'élite internationale. Vous falsifiez les faits, balbutie-t-il désorienté. Le cornu ne le laisse pas respirer. Ah oui? Et je déforme quoi exactement? Vos batailles perdues, l'échec à capturer Kiev, vos généraux tombés un à un, ou peut-être la débâcle de Kharkiv, où vos troupes ont fui en désordre. Chaque phrase est un coup de scalpel. Poutine tente une pirouette rhétorique, la Russie protège ses intérêts légitimes. Mais le cornu le coupe net. Intérêt légitime, vraiment tuer des civils, c'est légitime. Raser des hôpitaux, c'est de la défense. Arracher des enfants à leurs familles, vous appelez ça protéger. L'atmosphère devient électrique. L'Empire tremble sous les mots. La liste des atrocités commises par la Russie résonne comme une pluie d'obus tombant dans une salle figée par la stupeur. Autour de la table, les chefs d'État restent figés témoins muets d'un démontage méthodique du tsar de Moscou. Monsieur Poutine, vous n'incarnez pas la fonction. Vous l'usurpez, tranche le cornu, aussi glacial que précis. Vous n'êtes pas un chef d'État. Vous êtes un criminel de guerre déguisé en président. Puis il ajoute droit comme une lame. Et je vais être très clair ici, devant toutes les nations, la France n'est pas intimidée par vous. Le silence qui suit ne vient pas de l'absence de mots, mais du choc que ces mots provoquent. Poutine, celui qui faisait trembler les chancelleries pendant 2 décennies, se retrouve soudain réduit au silence. Son visage figé entre humiliation et colère contenue trahit une tempête intérieure que même ses plus proches n'ont jamais vue. Mais l'écornu, lui, n'en a pas terminé. Il avance d'un pas ferme vers la délégation russe, comme on assène une dernière vérité. Vous vous demandez ce qui vous attend maintenant? Je vais vous le dire simplement. Il marque une pause, puis enchaîne. La France ne relâchera pas la pression. L'Ukraine recevra nos armes jusqu'à ce que vous tombiez. Les sanctions seront renforcées jusqu'à ce que votre économie s'écroule. Et nous traînerons vos crimes devant chaque cour de justice internationale qui existe. Pas une menace, un engagement. Poutine tente un dernier crochet verbal comme un boxeur titubant. Vous jouez avec l'arme nucléaire. Le cornu ne laisse même pas le souffle d'une seconde. Non, monsieur Poutine, c'est vous qui manipulez les allumettes. Et aujourd'hui, vous vous êtes grillé devant la planète entière. Puis calmement, il se tourne vers les autres chefs d'État. Regardez-le bien, voilà ce qu'il reste d'un dictateur quand on lui résiste.
Un homme seul qui ne sait faire que deux choses, menacer et effrayer, et qui échoue à les faire aujourd'hui. L'instant suivant explose comme un orage. Une salve d'applaudissements secoue la salle. L'écornu lui-même semble pris de court. Joe Biden se lève en premier, suivi d'Ursula von der Leyen, puis de tout le bloc démocratique. Même Xi Jinping, pourtant partenaire de Moscou, ne dit rien, il reste figé, bras croisés, sans applaudir, mais sans défendre non plus. Poutine, figé, assiste au spectacle de sa propre humiliation, impuissant. Les journalistes le comprennent instantanément, ce qu'ils viennent de voir n'est pas un discours. C'est une page d'histoire. Ce sommet prévu comme une réunion formelle de chefs d'État vient de basculer dans la légende. C'est le moment où les démocraties ont cessé de trembler face au régime autoritaire. Monsieur Poutine, lance enfin l'écornu en regagnant sa place. Votre place est dans votre bunker. Le monde libre ne vous craint plus. Et alors que le maître du Kremlin quitte la salle blême, escorté par une délégation désarticulée, un tonnerre d'applaudissements explose. Pour la première fois depuis des décennies, un tyran vient d'être publiquement renversé par des mots. Quelques heures même seulement auront suffi pour que la planète comprenne l'ampleur du choc. Les réseaux sociaux entrent en ébullition. Le hashtag « Comme l'écornu claque Poutine » grimpe en tendance mondiale en moins de 60 minutes. Les vidéos de l'affrontement atteignent les 100 millions de vues avant même que le soleil ne se couche. L'écornu n'a pas simplement pris la parole, il a redéfini la notion de courage. Poutine écrasé, humilié comme jamais. La France érigée en phare d'une nouvelle résistance démocratique. Les commentaires pleuvent de tous les horizons. Les titres de presse font trembler les kiosques CNN. Un premier ministre français met Poutine à nu devant le monde entier. The New York Times. 7 minutes pour bousculer la géopolitique, la leçon « l'écornu ». Même RT, la voix officielle du Kremlin, n'a pas pu ignorer le séisme et s'est contenté d'un bricolage médiatique pour tenter de sauver la face de leur leader. Pendant ce temps, à Moscou, chaos en coulisses. Le Kremlin est en état d'urgence. Les proches de Poutine cherchent frénétiquement comment éteindre l'incendie médiatique. Mais il est trop tard. Le mal est fait. Pour la première fois depuis le début de son règne, le tsar apparaît pour ce qu'il est affaibli, seul, vulnérable. Même derrière les murs de la censure russe, les vidéos de son humiliation franchissent les frontières numériques. L'image d'un Poutine muet décomposé devient virale, jusque dans les rues de Moscou. À l'ouest, c'est l'explosion de joie. À Washington, Joe Biden décroche son téléphone pour féliciter l'écornu. « Vous avez osé ce que nous n'avions fait qu'imaginer depuis des années. » À Londres, le Premier ministre britannique qualifie la scène de « moment d'anthologie pour la bravoure française ». Même à Berlin, pourtant frileuse face à toute provocation envers Moscou, l'Allemagne s'incline avec respect devant ce qui est désormais vu comme un chef-d'œuvre diplomatique signé France. Les effets sur l'échiquier mondial ne se font pas attendre. Dans les heures qui suivent, les capitales occidentales parlent d'une seule voix, soutien militaire massif à Kiev, aide logistique renforcée et engagement sans équivoque. Les sanctions économiques contre Moscou montent d'un cran, transformant la pression diplomatique en véritable étau. Plusieurs nations jusque-là neutres changent de cap, galvanisées par ce qu'elles appellent désormais le sursaut français. L'écornu a débloqué la parole des démocraties, commente un analyste de Chatamus. C'est comme si le monde s'était autorisé à parler haut après des années de silence stratégique. Pendant que l'Occident resserre les rangs, les amis de Moscou, eux prennent leur distance. Pékin choisit l'ambiguïté prudente, Téhéran gagne du temps et même Pyongyang, habituellement si bruyante, se terre dans un silence presque suspect. L'aura de Poutine vient de s'effondrer à l'international, résume un chercheur du MIT. Il n'est plus perçu comme un stratège redouté, mais comme un fauve blessé. Mais c'est à l'intérieur même du Kremlin que l'onde de choc est la plus violente. La cote de popularité du président russe s'effondre brutalement dans les sondages. Les oligarques autrefois fidèles par intérêt commencent à murmurer leur méfiance. Et du côté de l'armée déjà plombée par les défaites en Ukraine, la confiance s'érode dangereusement. Le chef suprême n'a plus l'aura d'hier, il devient une variable d'instabilité. 3 mois après le choc de Bali, le Kremlin tente une manœuvre de sauvetage diplomatique. Poutine propose un sommet de réconciliation avec Paris.
Mais l'écornu inflexible dégaine une liste non négociable retrait total des troupes russes d'Ukraine, versement de réparation et comparution des responsables devant des tribunaux internationaux. Les deals avec les tyrans, c'est terminé, tranche froidement le chef du gouvernement français. Ce n'est plus à nous de reculer. 6 mois plus tard, les premières lézardes apparaissent dans l'armure du régime. Des régions russes s'embrasent, l'opposition reprend du souffle et le pouvoir central vacille. L'écornu a révélé ce que beaucoup pressentaient, que Poutine, malgré son image d'homme de fer, repose sur du sable mouvant, note un historien de Harvard. 12 mois après cette scène restée gravée dans les mémoires, la géopolitique mondiale affiche un nouveau visage. La peur qu'inspirait Poutine a fondu comme neige au soleil. À sa place, du mépris et un isolement brutal. Les démocraties, elles se tiennent, plus droites, plus sûres d'elles, guidées par ces 7 minutes de bravoure française face à une figure de la brutalité. Parfois, il ne faut qu'un seul homme debout pour faire vaciller l'histoire, écrira plus tard Lecornu dans ses mémoires. Ce moment restera à jamais comme l'instant précis où l'Occident a relevé la tête, où un chef d'État français a redonné à la liberté son vrai nom intransigeance. Mais ce tournant n'est pas qu'un symbole. L'impact de cette humiliation publique va redessiner sur le long terme les équilibres géopolitiques de toute une époque. À peine les mots de Lecornu résonnent-ils encore que les téléphones rouges des capitales s'embrasent, l'onde de choc est planétaire. À Washington, la Maison-Blanche déclenche une réunion de crise du Conseil de sécurité nationale. Ce que Lecornu vient de faire, aucun leader occidental n'en avait eu le cran depuis des décennies, lâche le secrétaire d'État. Il a prouvé qu'on peut regarder Poutine dans les yeux et le faire reculer devant le monde entier. Le Pentagone n'attend pas la fin des applaudissements. Les analystes militaires reprennent leur dossier, la donne a changé. Si l'aura d'homme fort de Poutine s'effondre, c'est tout l'équilibre stratégique qui vacille, avertit un général américain. La CIA, de son côté, active tous ses réseaux pour sonder l'intérieur du Kremlin. Ce qu'on observe n'est peut-être rien de moins que le commencement de la fin, glisse sobrement le patron de l'agence. Côté britannique, l'ambiance est à la célébration contenue. À Londres, Downing Street jubile derrière des portes closes. Le Premier ministre réunit son cabinet en urgence. Lecornu vient de faire sauter un verrou dans le système Poutine, affirme-t-il. On ne peut pas rater une faille pareille. L'ordre est immédiat, le MI6 doit intensifier ses infiltrations en Russie pour exploiter ce moment de fragilité. Les diplomates britanniques, eux, reçoivent pour consigne de mobiliser un maximum de pays autour d'une stratégie de fermeté assumée. L'objectif, profiter de la brèche tant qu'elle est grande ouverte. Côté allemand, la réaction est plus feutrée, mais pas moins révélatrice. Olaf Scholz, encore piqué par sa propre défaite verbale face à Lecornu, quelques mois plus tôt, finit par admettre l'évidence. Ce que vient de faire la France, c'est redessiner la carte du dialogue avec Moscou. Et d'ajouter comme à contre-cœur, on ne peut plus faire semblant que rien n'a changé. Longtemps prudente, l'Allemagne entame enfin une mue stratégique. La dépendance énergétique à la Russie en voie de liquidation. Berlin annonce un plan d'urgence pour accélérer sa transition vers l'indépendance. Les grandes entreprises allemandes reçoivent une directive claire: sortir du marché russe et vite. L'ère du confort diplomatique est révolue. À l'Est, c'est l'enthousiasme qui domine. Varsovie, Vilnius, Riga, Prague. Tous saluent à l'unisson le courage de Lecornu. Enfin, quelqu'un a osé dire tout haut à Poutine ce que nous pensions tous depuis des années, lance le président polonais, le ton grave mais soulagé. Pour ces nations longtemps sous pression russe, cette scène fut bien plus qu'un discours. C'était un électrochoc, une délivrance. Dans la foulée, elle propose de renforcer sans délai leur coopération militaire avec Paris. À Bruxelles, l'OTAN convoque ses stratèges. Il faut repenser la posture face à une Russie affaiblie, mais toujours dangereuse. En Ukraine, c'est une déflagration morale. Quelques heures après l'événement, Volodymyr Zelensky convoque une conférence de presse hors norme. Regard fixe, ton solennel, en 7 minutes, le cornu a accompli ce que des mois de négociations n'ont jamais pu produire, déclare-t-il. Il a arraché le masque de Poutine devant les caméras du monde entier. Dans les tranchées, l'effet est immédiat.
Le moral des troupes ukrainiennes bondit comme jamais. Les vidéos de la débâcle verbale du Kremlin circulent à la vitesse de la lumière parmi les soldats. Si leur chef peut se faire ridiculiser devant toute la planète, alors on peut les vaincre sur le terrain, entend-on dans les rangs. Dès le lendemain, plusieurs offensives sont lancées. L'armée ukrainienne avance portée non seulement par les armes, mais par une nouvelle certitude, la peur a changé de camp. À Moscou, c'est la panique généralisée. Rentré en urgence du G20 Poutine, se cloître dans les profondeurs du Kremlin comme un empereur vaincu en fuite. Ses conseillers hagards enchaînent réunions de crise, mais même en interne, le constat est amer. Vladimir Vladimirovitch a été pris au dépourvu, et il le sait. Murmure l'un d'eux, le visage blême. Le Kremlin déclenche la sirène rouge, ordre est donné aux services de renseignement de noyer Internet sous la censure. Mais c'est déjà trop tard. Les images tournent, en boucle franchissent les pare-feux perçant les mensonges officiels. Et même dans les foyers russes, malgré le récit télévisé aseptisé, l'humiliation du chef est visible et mémorable. Du côté des oligarques, l'ambiance vire à l'orage. Ceux qui jouaient les parrains du régime sentent le vent tourner. Si ce mec perd la face à l'international, c'est tout notre empire qui vacille, souffle l'un d'eux dans une réunion discrète. Certains plus prévoyants commencent à activer leur réseau en Occident. On parle de comptes offshore d'exil anticipé, de deals confidentiels. La fuite organisée commence. Dans les couloirs feutrés de l'armée, c'est la stupeur. Les généraux déjà sonnés par les défaites en Ukraine regardent leur chef suprême s'effondrer sous les projecteurs. Comment continuer à suivre un homme publiquement ridiculisé ? Glisse un officier à voix basse. Des réunions confidentielles surgissent dans l'état-major. Le mot « succession » n'est plus un tabou. À l'intérieur même de la fédération, les premières fissures s'élargissent. Des gouverneurs régionaux prennent leur distance avec le Kremlin. Certains envoient discrètement des signaux à Paris. « Si Moscou coule, on refuse de sombrer avec », confiait-il. Nos régions doivent avoir une porte de sortie. Malgré les menaces, la censure et les descentes de police, quelques médias russes indépendants continuent de faire entendre leur voix. Ils publient souvent depuis l'étranger ou dans la clandestinité des tribunes au vitriol, le mythe de l'homme fort s'effondre. Poutine n'est plus qu'une ombre de lui-même. Ces écrits partagés sous le manteau attisent le feu d'un débat jusque-là impensable l'après-Poutine. Du côté de Pékin, Xi Jinping observe le tremblement de terre politique russe avec une prudence glaciale mêlée d'un pragmatisme bien huilé. L'effondrement potentiel de son partenaire d'échiquier international le rend nerveux, mais curieux. Si le tsar tombe, le jeu mondial bascule, résume Xi à huis clos. Conscient que miser sur un joueur affaibli est risqué, Pékin commence à reculer doucement. Les firmes chinoises reçoivent l'ordre de réduire la voilure sur le marché russe. À Téhéran, l'onde de choc se fait aussi sentir. Un Kremlin fragile ne peut plus nous offrir de bouclier face à l'Occident. Confesse un haut responsable iranien. Le doute s'installe. L'Iran discrètement mais sûrement entre en contact avec des émissaires européens pour sonder de nouveaux terrains diplomatiques. Même la Corée du Nord, pourtant habituée à faire cavalier seule, se fige. Kim Jong-un, flairant le changement de marée, suspend ses envois d'armement à Moscou. Le dictateur préfère attendre que la poussière retombe avant de choisir un camp. Jusqu'à présent, prudents, les pays dits neutres n'hésitent plus. La gifle diplomatique administrée à Bali a fait basculer l'équilibre. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, autrefois enclins à jouer sur deux tableaux, s'éloignent doucement mais sûrement de Moscou. Le Kremlin a perdu sa capacité à imposer le respect, reconnaissent leurs leaders dans les coulisses. À peine 3 semaines après le clash de Bali, les premières répercussions se font sentir dans les chiffres. Des contrats d'armement russes, autrefois considérés comme acquis, volent en éclats. Les acheteurs préfèrent soudain les usines occidentales. Le coup est rude pour une économie déjà essoufflée et le rouble. Il plonge à des abysses jamais atteints. 30 jours après le choc diplomatique, la Russie commence à trembler de l'intérieur. Dans plusieurs régions, la rue gronde. La figure d'un Poutine affaibli agit comme un détonateur. Les pancartes fleurissent, les slogans fusent, et les forces de sécurité, elles aussi ébranlées par la débâcle de leur chef, peinent à contenir la contestation.
2 mois se sont écoulés depuis le choc de Bali et la Russie ne tremble plus, elle craque. Les républiques caucasiennes prennent leur indépendance de facto. Grozny Makhatchkala Magas, silence radio face aux ordres du Kremlin. Nous ne reconnaissons plus l'autorité d'un chef ridiculisé devant le monde. Lâchent leurs leaders avec défi. L'armée exténuée par l'enlisement ukrainien n'a plus ni les moyens ni la volonté de tenir l'immensité du territoire. Et puis un jour, le scénario que personne n'osait imaginer devient réalité. Un cercle d'oligarques et de hauts gradés renverse Vladimir Poutine. Il a traîné notre patrie dans la honte, dénonce-t-il. Il est temps de sauver ce qui peut encore l'être. Retranché dans un bunker désormais inutile, l'ancien maître de Moscou assiste impuissant à l'effondrement du système qu'il croyait inébranlable. 6 mois après cette fameuse journée de Bali, le règne de Poutine s'achève. À sa place, un gouvernement intérimaire prend les rênes constitué de figures plus modérées et tend la main à Kiev pour entamer des discussions de paix. Le chapitre Poutine est clos, annoncent les nouvelles autorités déterminées à réinsérer la Russie dans l'ordre mondial. 1 an plus tard, les historiens fixeront une date précise au commencement de cette chute, la scène du G20 à Bali. Le cornu a prouvé qu'un tyran tient debout tant qu'on se courbe devant lui, écrivent-ils. Mais qu'il suffit d'un homme debout pour que le géant de papier s'écroule. Aujourd'hui, le nom de Sébastien Lecornu est inscrit en lettres capitales dans les livres d'histoire. Une statue à son effigie orne désormais la place face à l'Élysée, gravée de cette phrase simple mais puissante « Il a osé tenir tête à l'oppression ». Quant à Poutine, il s'éteint loin de son Kremlin, reclus dans un exil amer, incarnation flétrie d'une époque où la peur servait de politique étrangère. L'onde de choc provoquée par ce face-à-face historique continue d'irradier tous les cercles du savoir et de la diplomatie. Dans les universités, ce duel verbal est devenu un sujet d'étude incontournable. À Harvard, une chaire tout entière est désormais consacrée à la doctrine Lecornu, nouvelle boussole des relations internationales. Nous décortiquons comment un chef démocratique peut désarmer une autocratie à la seule force du verbe, explique le titulaire de cette chaire. Oxford, de son côté, a lancé un programme d'études sur les répliques diplomatiques à effet domino. Partout, des étudiants passionnés analysent, seconde après seconde, ce moment suspendu de 7 minutes. C'est notre modèle absolu de courage politique, confie une étudiante de Sciences Po les yeux brillants. À Yale, un cours intensif a vu le jour intégralement dédié à l'art subtil du Lecornu style, l'art de désosser un autocrate avec calme, précision et ironie tranchante. Les étudiants en diplomatie s'entraînent à déclamer les punchlines du Premier ministre français, comme on récite des vers de théâtre classiques. Pour comprendre la politique du XXIe siècle, commencez par décoder Bali, résume un professeur australien pince sans rire. L'Université de Sydney, elle a carrément lancé un institut Lecornu pour l'étude des démocraties combatives. Dans ce centre australien flambant neuf, les chercheurs dissèquent comment ce choc verbal a enflammé les esprits contestataires dans les 4 coins du globe. L'effet Bali, c'est une onde démocratique qui ne cesse de grandir, explique la directrice du programme. À Tokyo, l'université organise chaque année un sommet planétaire baptisé Legacy of Bali, où les plus fines têtes du monde viennent débattre de l'impact géopolitique de ces fameuses 7 minutes. Grâce à Lecornu, la démocratie a prouvé qu'elle pouvait frapper la première, tranche un politologue japonais. Même les cercles militaires ont pris note, l'école de guerre française a inscrit la stratégie verbale du Premier ministre dans ses modules de commandement. Aïe, dans le monde de demain, avoir du cran comptera autant que manier des tanks, prévient son directeur. Au cœur du Pentagone, les stratèges se remettent à la planche à dessin. Les anciens manuels de confrontation avec les régimes autoritaires passent au broyeur remplacés par un nouveau paradigme, frapper fort sans tirer. Ce que Lecornu a accompli, c'est l'équivalent d'une victoire militaire sans une seule balle tirée, s'incline un général américain. Et l'OTAN galvanisé ne tarde pas, un tout nouveau centre dédié à la guerre d'influence démocratique voit le jour, bâti sur l'héritage de Bali. De l'autre côté de la Manche, Londres emboîte le pas. L'armée britannique lance un programme inédit, former ses futurs officiers à l'art d'abattre un tyran par la parole et le principe.
Même en Israël, les analystes du Mossad décryptent méthodiquement la méthode Lecornu. Ah, mais c'est une version modernisée de l'art de la guerre adaptée aux réalités du siècle numérique, commente un spécialiste israélien de la sécurité. Mais ce n'est pas que le monde de la défense qui tremble. L'économie aussi encaisse le choc de Bali. La bourse de Paris, longtemps dans l'ombre de Francfort, lui vole désormais la vedette. Les investisseurs du monde entier fascinés par cette France audacieuse et solide affluent. Depuis ce discours au G20, le climat de confiance autour de Paris est exceptionnel. S'enthousiasme un analyste new-yorkais, un nouvel Eldorado économique semble né au pied de la tour Eiffel. C'est un feu d'artifice sur les marchés, les géants tricolores explosent tous les compteurs. Total enchaîne les sommets LVMH, brille comme jamais Airbus plane au-dessus des attentes. L'effet Lecornu agit comme un coup de fouet sur toute l'économie française, décrypte un analyste de l'OCDE. Les fonds souverains séduits transfèrent leurs milliards vers Paris. Même dans les couloirs de la City londonienne, on murmure avec un brin d'envie « La France a retrouvé sa couronne. Merci qui merci Lecornu. » Les banques d'investissement ne s'y trompent pas, Paris redevient la place où il faut être. Les plus gros hedge funds new-yorkais jadis fidèles à Manhattan installent des antennes sur les Champs-Élysées. Être associé à ce renouveau français, c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser filer, assure un gestionnaire de portefeuille de Wall Street. Et ce raz-de-marée dépasse les chiffres, il touche aussi l'imaginaire collectif. À Hollywood, les studios s'arrachent les droits de ce récit épique. C'est du pur cinéma, un petit face au géant version 21e siècle. S'enflamme un producteur. Netflix dégaine une mini-série en 6 épisodes sur les 7 minutes qui ont changé l'histoire. Disney+, Amazon Prime, HBO, tous veulent leur part du mythe. Le phénomène Lecornu, c'est du storytelling en or massif, avoue un cadre de Disney. Paris, longtemps reine endormie de la haute couture, reprend son trône avec panache. Les maisons françaises sont à nouveau sur toutes les lèvres. Le chic à la française est revenu avec fracas grâce à ce souffle politique inédit. Jubile le PDG de Chanel. Milan démode, New York dévisse. Désormais, c'est dans la ville lumière qu'il faut briller. Les Fashion Weeks mondiales déroulent le tapis rouge aux créateurs français comme à des rockstars. La révolution ne s'arrête pas au podium, elle se savoure aussi dans les assiettes. Depuis Bali, la cuisine française est partout. Les bistrots fleurissent à Tokyo, les bouchons s'installent à Dubaï et les pâtisseries parisiennes font la une des magazines à Séoul. Depuis cet électrochoc diplomatique, tout ce qui vient de France est synonyme de raffinement, note un chef triplement étoilé. Les ventes de Bordeaux et de Comté s'envolent. L'art de vivre à la française connaît un âge d'or. Estampillé effet Lecornu. Même sur les terrains de sport, la magie opère. Grâce à cette nouvelle aura hexagonale, Paris se voit confier des événements mondiaux à l'appel. La dynamique insufflée par Lecornu a convaincu tous les comités, confie un dirigeant olympique. Les stars du ballon rond rêvent désormais de Ligue 1. Le PSG, c'est devenu le club le plus politique d'Europe, ironise un chroniqueur. Le Tour de France conquiert de nouveaux continents et les géants du sponsoring se battent pour associer leur nom à la nouvelle puissance douce venue de France. Dans l'univers de la tech, Paris est soudainement devenu la nouvelle Mecque. Des bureaux entiers quittent la Silicon Valley pour s'installer au pied de la tour Eiffel. Depuis le coup d'éclat de Lecornu, l'écosystème français respire la stabilité, avoue un cadre de Google mi-fasciné, mi-envieux. Les jeunes pousses européennes se ruent sur l'Hexagone comme sur un Eldorado numérique. L'effet Lecornu a créé un climat de confiance qu'aucune levée de fonds ne peut acheter, s'émerveille un start-upper venu de Londres. Même les titans de la tech asiatique y voient une aubaine. Samsung implante un lab de recherche à Lyon. Impossible d'ignorer l'élan français, reconnaît un cadre coréen lucide. Jusqu'aux étoiles, l'influence française grimpe. L'Agence spatiale européenne transfère ses projets phares à Toulouse. La NASA propose une collaboration resserrée avec le CNES tout sourire. Lecornu a relancé l'ambition cosmique de la France, analyse un expert orbital. Et Elon Musk, jamais en reste murmure qu'une rampe de lancement SpaceX en Guyane française ne serait pas pour lui déplaire.
Dans la course à l'IA, la France devient le terrain de jeu favori des cerveaux brillants. La French Touch attire plus que la Silicon Valley, confesse presque surpris un chercheur français revenu de Harvard. Les étudiants américains traversent l'Atlantique en masse passeport à la main et esprit en alerte. Ils veulent décortiquer le miracle, le corps nu, ironise un professeur de Stanford entre admiration et incrédulité. 2 années se sont écoulées depuis ce duel diplomatique resté gravé dans les annales. Et le paysage mondial n'est plus le même. La France. Elle rayonne à nouveau comme une étoile incontournable sur l'échiquier international. Le corps nu devenu l'homme que l'on appelle quand la planète vacille. Il trône à toutes les tables de négociations chuchotées dans toutes les langues. Sébastien incarne parfaitement le type de leadership dont ce siècle a besoin, concède non sans admiration un ancien locataire de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, à Minsk, un homme ronge son exil dans un appartement modeste, sous étroite surveillance des services biélorusses. Poutine, jadis craint comme un ogre, est désormais ignoré comme un fantôme embarrassant. Ses anciens amis volatilisés, ses généraux en fuite, ses oligarques injoignables. Il restera dans l'histoire comme ce despote humilié par un Français. Glousse un ancien conseiller sans la moindre pitié. Ses mémoires, personne n'en veut. Les éditeurs claquent la porte. Publier les lamentations d'un tyran déchu, très peu pour nous. Quant aux médias, même les chaînes les plus friandes de scandales le boudent. Le nom Poutine ne vend plus rien, tranche un producteur russe exilé. Rideau. À chaque fois que les micros se tendent et que les caméras s'allument pour évoquer cette fameuse journée à Bali, l'ex-tsar du Kremlin baisse les yeux. C'est du passé, ça, lâche-t-il presque en murmurant comme s'il pouvait effacer l'histoire d'un simple soupir. Mais le reste du monde, lui, n'a pas tourné la page. Cette séquence est devenue bien plus qu'un souvenir, elle incarne l'idée qu'un homme seul armé de courage peut redessiner le destin de l'humanité. Rien que ça. Le corps nu a prouvé qu'une démocratie qui ose sortir les crocs devient inarrêtable, écrit un éditorialiste du Washington Post en guise de conclusion. Aujourd'hui, des salles de classe du Québec aux écoles de Séoul. Les enfants récitent cette page d'histoire comme on raconterait une légende fondatrice. Ils apprennent qu'un chef d'État français a osé tenir tête à un tyran et que ce simple nom a secoué des chaînes et ouvert des portes. Voilà sans doute le plus grand legs de ces 7 minutes inoubliables, avoir démontré que le courage se transmet et que tôt ou tard, la liberté a toujours le dernier mot.